à toutes et tous, bienvenue dans Lyon Politique, émission spéciale législative. On va attaquer des débats durant toute cette campagne des législatives sur les circonscriptions de la métropole lyonnaise. On commence naturellement avec la première circonscription de Lyon, dont le député sortant est à ma droite, c'est Thomas Rudigoz, pour Renaissance ou Ensemble, la formation du président de la République. À ma gauche, Aurélie Gris pour la NUPES ou la NUP. Vous êtes représentante de la LFI sur cette circonscription. Et puis à votre gauche, Anne Prost, vous êtes représentante élue d'arrondissement pour les Républicains. Et vous représenterez donc les Républicains dans ce débat. Un débat qui va avoir trois étapes. D'abord, on va parler du bilan du député sortant. Et puis, je poserai deux questions d'actualité. Et enfin, je proposerai à chacun des candidats de nous proposer une proposition de loi qu'ils pourraient faire si jamais ils étaient élus. On commence par le bilan. Parole peut-être à Anne Prost en premier. Quel bilan vous faites du député Thomas Rudigoz, ici présent ? Bonjour. Alors d'abord, je fais un petit constat général concernant la France, quand même, dans l'état dans lequel se trouve aujourd'hui notre pays. Les élections ont eu lieu récemment. Nous avons constaté, il faut évidemment respecter ce choix. Ce sont des non-élections, mais puisque notre président a un peu enjambé la situation, on constate aujourd'hui une certaine paupérisation de nos classes moyennes. Les gens ont perdu du pouvoir d'achat, les gens subissent une vie économique, un prix de l'essence qui a largement augmenté, une CSG très élevée qui ne leur permet pas de subvenir à tous leurs besoins. Et ensuite, concernant le bilan de notre député sur notre première circonscription, j'avoue que j'ai noté 12 amendements, ce qui est très peu sur un mandat, et une présence relativement légère sur notre circonscription. Aurélie Gris. Oui, alors je partage le constat de Madame Prost. La situation en France est catastrophique, avec un taux de précarité qui a augmenté, avec une jeunesse qui est en grande difficulté, des familles qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, des quartiers qui sont en difficulté également. Je suis contente que M. Rudigoz ait accepté de faire un débat aujourd'hui, puisque M. Emmanuel Macron ne l'avait pas accepté avant le premier tour des présidentielles. J'aurais malheureusement pas grand-chose à dire effectivement par rapport à votre mandat. Vous avez été peu actif à l'Assemblée nationale. Madame Prost l'a rappelé. Ce que je peux quand même soulever, c'est que vous avez approuvé les lois de casse sociale, les lois liberticides et dangereuses pour la démocratie, que ce soit la loi de sécurité globale, la loi contre l'asile et l'immigration, la réforme contre le code du travail, la loi du budget de la sécurité sociale qui a baissé les retraites des personnes âgées, et aussi la suppression de l'ISF qui nous a fait perdre plus de 5 milliards d'euros par an. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Thomas Rudigoz, parole à la défense. Merci Raphaël. Écoutez, c'est toujours difficile de parler de soi-même, mais je pense avoir un bilan honorable. Alors après, on peut toujours faire mieux, évidemment, mais je pense que là, les deux constats qui ont été faits par mes deux adversaires politiques, j'entends, sont un peu excessifs. Déjà, je n'ai pas fait 12 ou 14 amendements, j'ai en tout déposé 135 amendements sur l'ensemble de la législature. Alors bien sûr, il y a des familles politiques qui en ont déposé des milliers, mais vous savez, il y a tout un jeu qui est très facile à faire, surtout quand on est dans l'opposition. On prend chacun le même amendement et puis on les démultiplie. Moi, à chaque fois, c'était des amendements que je souhaitais porter pour des problèmes vraiment particuliers qui, des fois, avaient un lien avec la circonscription. J'ai toujours eu en tête de défendre ma circonscription, mes concitoyens, les administrés, mais aussi les entreprises, les commerces, les associations, les structures culturelles. Et pour cela, j'ai fait le bilan, justement, en vue de cette émission. J'ai porté en tout 3000 dossiers, que ce soit des individuels pour des problématiques d'emploi, pour des problématiques de logement. Alors, comme le disait un collègue, un député n'est pas une assistante sociale, mais des fois, nous devons être à l'écoute de nos concitoyens pour des problématiques individuelles. Et puis, j'ai porté un certain nombre de projets, de dossiers pour des chefs d'entreprise, notamment de notre secteur médical et pharmaceutique de Gerland. Je pense tout particulièrement pendant la crise sanitaire. Il y avait des très très beaux fleurons de l'entreprise, de l'industrie pharmaceutique, qui ont eu à un moment donné besoin de mon intermédiation auprès des ministères. Donc j'ai, je pense, à ce niveau-là, un bon bilan. Sur les questions de législature,
je tiens à rappeler un rapport qui m'a vraiment porté à cœur et qui concerne notre circonscription, que d'ailleurs j'ai coprésidé avec une membre de votre groupe politique, avec qui j'ai bien travaillé sur ce dossier-là. Ça n'a pas été le cas avec votre groupe politique sur beaucoup d'autres dossiers, mais sur celui-là, c'est la lutte contre l'extrême droite. Nous avons mené une commission d'enquête pour lutter contre l'extrême droite, parce que malheureusement, dans le 5e arrondissement, nous avons la présence de certains groupuscules d'extrême droite. Et avec ce travail, nous avons apporté un certain nombre d'éléments pour faire évoluer le droit. Et je suis persuadé que c'est grâce à ce travail que nous avons obtenu la dissolution de Génération Identitaire. Et juste avant, en 2019, le président de la République avait décidé de dissoudre un groupuscule pour lequel je me suis beaucoup investi pour le dissoudre, c'est Bastion Social. Je dirais juste aussi, en matière de bilan législatif, alors ça serait très difficile pour moi de revenir parce que nous avons eu une législature parmi les plus actives de l'ensemble de la Ve République. Nous avons eu jusqu'à 250 textes qui ont été adoptés définitivement, parce qu'il y a encore des textes qui sont encore dans la navette parlementaire, qui seront peut-être pris lors de la prochaine législature, mais 250 textes adoptés définitivement. Emmanuel Macron avait promis de faire moins de lois d'ailleurs, ça n'a pas été une promesse tenue. Emmanuel Macron, il ne décide pas tout. Après, nous les députés, on a aussi proposé des lois. Certaines lois d'ailleurs venaient de l'opposition. Pour certaines, nous les avons retenues. Donc, vous voyez, nous avons toujours eu dans cette volonté de débattre avec nos oppositions. Mais si je peux revenir sur certaines lois, sur certains dispositifs que nous avons mis en place, je tiens à parler de la crise sanitaire que nous venons de vivre, parce que les dispositifs, quand on parle de casse sociale, s'il y a bien eu un gouvernement en Europe qui n'a jamais autant fait en matière d'aide publique, c'est bien la France. Je rappellerai notamment en matière économique, en matière de l'emploi. Nous avons pris des dispositions véritablement d'État-providence, comme peu de pays l'ont fait dans le monde, avec le soutien à l'emploi, avec le chômage partiel, avec pour les commerces et les artisans qui étaient touchés de plein fouet le fonds de solidarité. Et puis le plan de relance qui va permettre également à notre industrie, à notre économie, d'être à la hauteur des futurs enjeux à vivre. Alors on va reprendre point par point pour ne pas vous laisser vous envoler en temps de parole. Peut-être juste la lutte contre l'extrême droite, Aurélie Gris. Est-ce que c'est un satisfecit que vous accordez à Thomas Rudigoz ? Alors c'est une proposition, la commission est effectivement avait été une proposition de la France Insoumise, des députés de la France Insoumise. Dans ce rapport est bien spécifié que l'extrême droite était un danger pour l'État, un danger terroriste en fait, et où il y avait un grand risque, et on le voit encore aujourd'hui. Il y a eu un meurtre au mois de mars d'un rugbyman à Paris, et il y a un vrai problème par rapport à l'extrême droite, et malheureusement l'État n'a pas fait grand-chose par rapport à ça. Ça fait des années, voire même des dizaines d'années que l'extrême droite monte, que les Nous avons dissous deux groupuscules. Tout à fait. Et les gouvernements précédents, d'ailleurs même de gauche, ne l'avaient pas fait. Bastion Social et Génération Identitaire, moi je suis très très fier que nous ayons réussi à les dissoudre. Oui, et moi aussi je suis très fière que l'État ait réussi à dissoudre ces groupuscules d'extrême droite. Le problème en France, c'est que l'extrême droite et les valeurs de l'extrême droite, elles sont comment dire ça, c'est assez compliqué à expliquer parce que ça fait des années que ça perce dans la société, que les gens ne croient plus en la politique, que l'extrême droite apporte soi-disant des réponses. Et voilà, moi je suis assez énervée par rapport à ça parce que, ok, on dissout les groupuscules d'extrême droite, mais on laisse dans les médias, on laisse des personnes prendre la parole, et je trouve ça assez compliqué en fait à gérer en France. Sur la montée de l'extrême droite, ce qui est vrai, effectivement, Emmanuel Macron avait été élu en 2017 en prenant un peu l'engagement, en tout cas en disant que le score de l'extrême droite serait un des indicateurs de la réussite ou pas de sa politique. D'ailleurs, il n'y a rien fait, à part dissoudre les groupuscules d'extrême droite. En 5 ans, il n'y a rien d'autre qui a été fait, à part cette commission de notre proposition de la France Insoumise. Et on le voit bien au deuxième tour, ça a bien arrangé Emmanuel Macron d'être devant Marine Le Pen, en fait, pour le deuxième tour des élections présidentielles. Moi, je pense que le problème, il n'est pas que de l'extrême droite. Bien sûr que c'est mon principal adversaire, mais quand on voit aussi l'extrême gauche monter, et que représente Jean-Luc Mélenchon avec la France Insoumise... Alors l'extrême gauche, pourquoi l'extrême gauche ? Parce que vous êtes dans l'organisation politique française, dans la classification à l'extrême gauche. Et d'ailleurs, vos positions sur un grand nombre de sujets relèvent de l'extrême gauche. D'ailleurs, vous étiez prêt à faire un accord avec le NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Il y a 40 ans, c'était de l'extrême gauche. Le nouveau parti anticapitaliste, qui est un mouvement extrême gauche. Vous étiez prêt à faire cette alliance avec eux, qu'ils ont finalement rejeté, mais Jean-Luc Mélenchon n'avait aucune hésitation à faire une alliance avec le NPA. Donc vous êtes dans la catégorie de l'extrême gauche. Et moi, ce que je déplore, c'est la montée des extrêmes.
ne peut pas dire que ce serait que la faute d'Emmanuel Macron. C'est un Vous êtes en train phénomène de qui comparer existe en l'extrême droite Europe. et l'extrême gauche. Je compare les extrêmes. Ce sont des Madame extrêmes, Brice. oui. Et c'est ça que je dénonce, et on le voit bien. Ce sont des populistes. D'ailleurs, M. Mélenchon l'assume, il se déclare populiste. Et les populistes, moi, je suis opposé aux populistes, quels qu'ils soient, qui viennent de l'échiquier extrême droite ou de l'échiquier extrême gauche. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on résoudra les problèmes de notre pays. Alors vous considérez qu'aujourd'hui la NUP, donc la nouvelle Union populaire écologique et sociale, est d'extrême gauche? Absolument. Je les classerai peut-être pas tous comme cela, parce que vous avez fait Oui, une alliance, c'est une effectivement, avec des gens qui sont plus modérés que vous. On a fait une alliance mais vous sur étiez un prêt programme, à aller un programme encore qui plus. est appuyé par le Parti socialiste il y a 40 ans, Oui, un programme alors, de contre, transformation sociale et écologique. Moi, je ne considère pas vous ça savez comme bien que extrême gauche. le Parti socialiste est extrêmement divisé. Monsieur Brett, une encore humiliation aujourd'hui pour les dans le socialistes Progrès, aujourd'hui. Je pense déclare pas, je qu'il pense ne votera qu'ils pas ont pour votre candidat Villeurbanne. retrouver leurs valeurs, c'est pas la même chose. Non, je pense que le une Parti alliance socialiste contre s'est nature. fourvoyé, enfin ce que représente le Parti socialiste actuellement, mais qui est critiqué par beaucoup d'autres membres du Parti socialiste, beaucoup plus importants, je pense, et on verra dans les prochains temps ce que cela donnera. Anne Prost, on vous a encore pas beaucoup entendu. Peut-être sur la dimension locale du bilan de Thomas Redikos, qui disait avoir défendu 3000 dossiers personnels. Alors, est-ce que c'est le rôle d'un député Absolument, mais pour moi, c'est le quoi qu'il en coûte. C'est vrai qu'on a ouvert la machine à billets, on a ouvert les vannes. Comme disait quelqu'un que vous connaissez très bien, on a cramé la caisse. Aujourd'hui, il faut peut-être s'arrêter parce qu'il faut devenir raisonnable. Aujourd'hui, de nouvelles mesures ont été proposées par notre président. Il faut aider notre population et arrêter. Il faut que l'assistanat aussi paye moins que le travail. Il faut que les gens puissent repartir sur une vraie vie de travail, une valorisation. Et important, on parlait de justice régulièrement. Il faut que justice soit faite d'une manière tout à fait régulière. Il faut... il y a beaucoup de mesures à prendre, mais le bilan local, évidemment, nous nous croisons très régulièrement. Je sais l'attachement de notre député aux acteurs économiques que je soutiens régulièrement. Il a fallu les soutenir. La gestion de la crise, on ne sait pas ce qu'on aurait pu faire, nous, à la place. Pour moi, elle a été quand même très chaotique au niveau sanitaire. On n'avait pas de masques, on ne savait pas quels étaient les masques qui étaient utiles. On n'avait pas de respirateurs, pas de tests. Les hôpitaux se sont retrouvés saturés. Le personnel a été complètement lâché. Les gens qui étaient dans des EHPAD n'étaient pas acceptés dans les hôpitaux. On a fermé des CHU. Ça a été une période extrêmement compliquée. Et aujourd'hui, on doit recruter 24 000 soignants supplémentaires. Il faut aussi qu'on puisse, nos médecins, nos jeunes médecins, pour éviter les déserts médicaux, il faut qu'on puisse les installer sur toute la France. Il en faut au moins 4 000 qui puissent prendre le relais. Donc il y a beaucoup de mesures à prendre qui n'ont pas été prises pendant le quinquennat de M. Macron. Finalement, Thomas Redikos d'extrême gauche sur la gestion de la crise, c'est ça? Aurélie Gris, vous voulez revenir sur la gestion de la crise sanitaire? Oui, enfin, la crise sanitaire, on a... Je ne sais pas si vous vous rappelez, et je pense que énormément de gens se rappellent avant la crise sanitaire. Donc il y a eu les Gilets jaunes, ça a été une période très compliquée où il y a eu des violences sur les manifestants, ça c'est sûr. Et puis après il y a eu... Des violences sur les policiers aussi. Des violences sur les policiers, des violences sur les manifestants également. Mais ce n'est pas là où je voulais en venir. La question des soignants, il y a eu des manifestations et les hôpitaux étaient en grève avant cette crise sanitaire. On n'a pas écouté le mal-être des soignants à cette période-là. Quand est venue la crise sanitaire, on a félicité les soignants qui devaient faire plus que ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire travailler sans masque, travailler sans protection. Il y a beaucoup de soignants qui sont tombés malades. On les a applaudis comme si c'était... fallait les valoriser. C'était important, il fallait les valoriser, mais il faut les valoriser dans leur métier, dans leur salaire. Il faut aussi trouver des solutions pour ne pas fermer des lits, parce que là, si on regarde les 5 dernières années, il y a 17 600 lits d'hôpitaux qui ont été fermés. Vous pensez que la crise sanitaire, si on ferme des lits, bien sûr que les soignants et les hôpitaux vont être en difficulté. Et la question des hôpitaux, ça date pas, et ça je suis d'accord, ça date pas du mandat d'Emmanuel Macron. Ça fait des années et des années, depuis 90, qu'il y a une austérité envers le service public, les services publics d'hôpitaux, les écoles. Enfin voilà, on a cassé l'hôpital public, clairement. Alors, un petit point sur les temps de parole. Si j'ai bien compris, Anne Prost, vous êtes un petit peu en retard de 2 minutes. Sinon, on est plutôt équilibré. Je vous propose d'avancer dans ce débat avec une question d'actualité. On attend peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être ce week-end, le nom du futur Premier ministre. On parle d'une femme, peut-être l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Azoulay. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Premier ministre ou la Première ministre sera chargée de la planification environnementale.
Peut-être Anne Prost, puisque vous êtes un peu en retard. La planification environnementale confiée au Premier ministre, c'est une bonne nouvelle ? Alors, oui, si ce n'est que le Premier ministre a quand même beaucoup de choses à faire. Alors, ça dépend des équipes qu'il va avoir autour de lui. N'oublions pas quand même que M. Macron, pendant toute sa très courte campagne pour les présidentielles, a complètement oublié tout ce qui avait attrait à l'environnement. Et puis tout d'un coup, entre les deux tours, il s'est réveillé et nous a proposé un certain nombre de mesures pour nous rappeler que l'environnement est extrêmement important. Donc aujourd'hui, je sais que cette équipe, avec là où le Premier ministre va travailler, quel sera le nombre de personnes qui vont travailler sur le terrain. Moi, je veux des résultats concrets. J'en ai un tout simple sur notre région. L'État qui délaisse un certain nombre de missions concernant l'environnement et notamment le transport et donc les mobilités dont on parle évidemment très souvent. Je pense qu'il faudrait que l'État, qui ne nous donne pas de réponse depuis 5 ans concernant le Lyon-Turin, le train, puisse nous répondre et lâcher des budgets. Donc là, on est dans une matière écologique de transport de marchandises qui seront sur des trains, donc beaucoup moins polluantes. Voilà, ça c'est du concret, du précis. Peut-être une réponse précise, Thomas Réligo, sur Lyon-Turin. Lyon-Turin, moi je suis un fervent soutien et c'est d'ailleurs dans mon bilan un des points importants parce que j'ai fait plusieurs réunions avec des ministres, avec des cabinets ministériels, avec d'autres collègues d'Auvergne-Rhône-Alpes puisque c'est un projet régional, national, international. Et d'ailleurs, moi je suis d'accord avec vous, Madame Prost, sur le besoin de réaliser ce Lyon-Turin, mais nous y sommes, nous le faisons. Maintenant, ça fait 5 ans qu'on attend, 5 ans mais vous savez que ça creuse oui. actuellement grâce au budget de la France. Par contre, il y a la question des voies d'accès, et ça n'a pas encore été tranché. Moi, je suis pour une voie d'accès qui parte de Lyon, qui permette d'avoir une desserte, qui permettra à Lyon de bénéficier de ce programme de ferroviaire historique, qui est le plus grand chantier que nous aurons dans les prochaines années. Auprès de notre président. Mais je plaide avec conviction. Quand le président est venu en septembre, je l'ai même invité. Malheureusement, on n'a pas réussi à trouver un temps dans son emploi du temps parce qu'il m'avait dit qu'il ferait le nécessaire pour venir lors d'un sommet franco-italien. Ça n'a pas pu se faire, mais j'espère bien le faire si je suis réélu. Je compte bien encore œuvrer à cela. Par contre, sur le Lyon-Turin, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, je vous l'avoue, parce que c'est vrai que ça répondra à des questions écologiques, à des questions économiques et à des questions de santé pour les gens qui habitent dans les vallées alpines, et qui sont touchés dans la vallée de la Maurienne, dans la vallée de l'Arbre, par ces nuisances, par ces pollutions, et qui ont des conséquences en matière de santé publique pour les habitants qui sont extrêmement inquiétantes. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup vous parliez tout à l'heure de l'alliance de la NUPES, alors je ne connais pas l'avis de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise sur le Lyon-Turin, mais je connais l'avis des écologistes. Et ça, c'est une aberration. Les écologistes, qui sont des défenseurs du fret ferroviaire, sont contre le Lyon-Turin, pour toute une série d'arguments que j'estime fallacieux, et c'est inacceptable, inadmissible qu'une force politique qui se dit écologiste puisse être contre un tel projet. Et maintenant, vous pourrez peut-être nous préciser, Madame Grèce, quelle est votre position, mais c'est vrai qu'au niveau de notre région, que ce soit les élus régionaux, que ce soit les élus métropolitains ou le maire de Lyon, puisque une de ses premières annonces, le maire de Lyon, quand il a été élu, c'était pour dire qu'il était contre le Lyon-Turin. C'est une aberration. Et moi, je pense, quand on fait le Lyon-Turin, aux habitants de ces populations, de ces vallées alpines. Aurélie Gris, une réponse sur Lyon-Turin. Alors oui, on est contre Lyon-Turin, oui, on est pour le fret ferroviaire. Et moi, je voulais revenir sur la question de la planification écologique. On a eu de belles promesses d'Emmanuel Macron en début de mandat, en 2017, sur la question écologique. Il a fait quelque chose d'intéressant, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Je trouvais ça très intéressant de mettre les gens autour d'une table pour pouvoir discuter et travailler ensemble et proposer des mesures. Il a quand même dit ce qui sortira de cette convention, je m'y engagerai. 10% seulement des mesures ont été reprises par le gouvernement. Mais non, pas 10%. Mais non, pas du tout. Il y a des études, il y a 10%. Non, on Nous, on est pour l'écologie, on veut pas juste supprimer. On veut pas juste supprimer les pailles en plastique. C'est pas ça. Il y a des choses intéressantes dans ces mesures-là. C'est pas les pailles en plastique, vous le savez bien. Par exemple, l'interdiction du plastique, ça n'a pas été validé. Les taxes sur les entreprises pollueurs, ça n'a pas été validé. Il y a des choses, par exemple, la question des lignes les lignes aériennes, quand il y a des alternatives de plus de 4 des trains de plus de 4 heures, ça n'a pas été validé. Je veux dire, il y a un moment donné. Si, ça a été fait. Il y a un moment donné. Bien sûr que si, c'était fait. Il y a un moment donné, 10%. C'était une bonne mesure de pouvoir faire. Non, je suis pas d'accord avec vous. 10%, là, vous êtes caricatural. Mais je ne suis. On n'a pas tout fait, c'est vrai. C'est vrai, on n'a pas tout fait. Vous n'avez pas tout fait et vous avez fait ce qui était le moins important.
Vous avez fait ce qui était le plus facile à faire pour vous, le moins important. Voilà. Peut-être juste développer un peu sur le Lyon-Turin, puisqu'il a été développé, défendu. Pourquoi vous vous opposez aujourd'hui toujours au Lyon-Turin? Alors, je ne suis pas spécialiste de la question, donc je ne m'attarderai pas là-dessus. Par contre, oui, effectivement, écologistes, France Insoumise, mais aussi d'autres partis sont contre ce programme qui traîne depuis des années et qui coûte vraiment beaucoup d'argent en fait aux contribuables. C'est là d'ailleurs qu'on voit, je pense, sur cette alliance qu'elle est de briques et de broc et qu'elle ne pourra pas gouverner notre pays parce que Madame Gris le précise bien là en disant nous sommes contre France Insoumise avec les écologistes, mais les autres, on sent que vous n'êtes pas sûr de ce qu'ils pensent, ce qu'ils voudraient faire. Je peux vous le dire, moi je les connais, je les ai pratiqués pendant longtemps. Les communistes et les socialistes sont pour le Lyon-Turin. Et c'est de la même façon, je voudrais rebondir, puisque nous sommes sur les questions écologiques et énergétiques, c'est la question de l'énergie. On le voit bien que nous sommes confrontés avec la crise ukrainienne à une grave crise d'approvisionnement en matière d'énergie. Et nous sommes très dépendants en Europe, moins la France, mais certains pays européens, des énergies fossiles ukrainiennes et surtout russes. Et cela donc nous met face à nos responsabilités. Et pour répondre à cette question énergétique pour les prochaines années, il nous faudra faire un mixte énergétique, il nous faudra faire à la fois du renouvelable, et nous y sommes complètement favorables, mais il nous faudra faire aussi du nucléaire civil. Et on le voit fait pendant 5 ans. Et on le voit que sur cette question-là, pour l'avenir, vous serez divisés. Et je ne vois pas comment vous arriverez, sur une question aussi importante que cela, à vous mettre d'accord avec les communistes et les socialistes qui ont toujours été favorables, et heureusement, au nucléaire civil. Or, vous y êtes complètement défavorables. Et je ne vois pas comment vous allez répondre à la crise énergétique que nous serons amenés certainement à être confrontés dans les prochaines années. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 5 ans? Pourquoi vous n'avez pas investi dans les énergies renouvelables? Mais bien sûr que si, nous avons investi dans les énergies renouvelables. Peut-être pas autant que vous souhaiteriez, mais nous avons investi dans les énergies renouvelables. Pas assez. On aurait pu prévoir cette crise en Russie et en Ukraine. On aurait pu prévoir. Ah oui, M. Mélenchon a bien prévu cette crise en Russie et en Ukraine, oui. Vu les déclarations qu'il a faites sur M. Poutine, c'est vrai qu'il avait bien anticipé, je pense. Alors pardon, c'est pas M. Mélenchon qui a invité M. Poutine à l'Élysée, hein. Enfin, c'est pas à l'Élysée, mais c'est pas M. Mélenchon qui a invité à Versailles, oui. Oui, c'est un chef d'État. Effectivement, quand on est chef d'État, effectivement, on a des relations. M. Par contre, mais il a dénoncé. Il est en contact. Qu'est-ce qu'il fait, M. Macron? Il soutient avec M. Poutine. Il essaie de trouver une solution diplomatique. Si elle n'empêche pas. Il faut bien discuter. Il faut bien avoir une diplomatie. Non, mais on connaît par contre les compromissions de M. Mélenchon avec M. Poutine, ces déclarations extrêmement ambiguës qu'il a eues sur le régime de M. Poutine, sur les déclarations en 2014 sur le Donbass. Ça, vous avez répété inlassablement tout. Parce que il faut que les Français le sachent. Oui, c'est sympa pour les médias. Les Français savent très bien. C'est sympa pour les médias, ça. Les Français savent très bien. Non, les Français savent très bien. Peut-être pas assez, justement. Et ce genre de débat est fait pour ça. Pour rappeler qu'au moment, en 2014, sur le Donbass, vous avez ciblé les Ukrainiens et pas les Russes. Enfin, je suis désolée, mais n'oublions pas quand même que M. Mélenchon est un communiste soviétique des années 50, qui était proche de Fidel Castro, qui est quelqu'un qui est contre le nucléaire, qui veut nationaliser toutes nos industries, nos structures françaises, comme la Française des Jeux, le transport, les frets, toutes les énergies. Ça va être une crise terrible en France. Et je pense que vous l'oubliez un petit peu. Et cette alliance contre nature va nous faire un vrai chaos en France. Et j'en suis extrêmement inquiète. Nous en sommes tous terriblement... nous sommes sidérés, je crois. Oui, vous êtes inquiets parce que vous avez peur. Non, on n'a pas peur. C'est qu'on sait absolument pas cela. Il y a un moment donné, on répond aux besoins de la population. On a un programme qui répond d'une population, d'une certaine population. C'est sûr que c'est pas la vôtre. Voilà. Non, c'est pas une question de la mienne. C'est une certaine population. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui en France. Mais tous les Français se sont appauvris. Toute la population est impactée par ces problèmes de gaz, parce que nous avons toutes les mesures, il y a eu beaucoup de laxisme au niveau de l'État et les mesures suffisantes sociales n'ont pas été prises. Depuis combien de temps? Depuis 5 ans et puis peut-être bien avant. Oui, mais il y avait M. Sarkozy aussi au pouvoir. Alors, puisqu'on arrive à Sarkozy, je voudrais bien changer de thématique pour arriver vers la fin du débat. Alors laissons M. Sarkozy où il est, il a fait sa vie, il prend ses dispositions. Dernière thématique, pour revenir sur une actualité. On a vu la fusillade dans le 7e arrondissement, c'est donc la circonscription qui est concernée, qui est la première circonscription. Les raisons de cette fusillade ne sont pas claires aujourd'hui, mais ça fait penser évidemment au règlement de compte qu'il y a pu avoir sur fond de trafic de drogue, même si ce n'est pas du tout établi
dans le cas présent pour l'instant par l'enquête. Mais ça permet d'aborder ce sujet-là. On voit qu'il y a une augmentation de la consommation de drogue, particulièrement forte depuis le confinement, consommation de cannabis, consommation de cocaïne, que ça se traduit aussi par un retour de ces règlements de compte dans l'agglomération. On n'avait pas habitué à voir ce genre de choses. Peut-être vous, Anne Prost, puisque vous êtes un peu en retard en temps de parole. Moi, je note, alors d'abord, un petit constat, je note en effet une explosion de l'offre. Bien sûr aussi une explosion de la consommation, c'est logique, et puis des résultats extrêmement inquiétants, puisque quand on est sous l'emprise de l'alcool ou du cannabis, on n'est pas capable de conduire et on a des comportements extrêmement dangereux et ça conduit à de la sécurité, des problèmes de sécurité routière, et puis sur des comportements extrêmement violents auprès des femmes pour les couples, et on a eu affaire à de nombreux cas de féminicide. On se rend compte que la société est en danger aujourd'hui, puisque la loi n'est pas appliquée, toutes les peines ne sont pas appliquées, donc il faut que 100% des peines soient appliquées. Pardon. Voilà. Donc vous, c'est un problème d'offre, c'est pas un problème de demande. Ah non, c'est un problème d'offre et de demande. Quand vous avez à disposition du cannabis, j'étais encore avec des gens hier qui sont des gens des Yvelines, qui sont arrivés à Lyon, auxquels on a proposé de la drogue alors qu'ils étaient assis à une table de restaurant, et d'autres personnes qui sont venues les aborder. Donc c'est quand même incroyable. Et puis donc cette sécurité routière, je rappelle un accident d'il y a quelques mois dans la montée de Choulan d'un jeune homme qui était drogué, qui était sur sa trottinette, et un homme en véhicule qui était sous l'emprise du cannabis. Bien sûr, un accident extrêmement grave. C'est des choses récurrentes et faciles. Excusez-moi, les véhicules qu'on voit passer sur le quai Tilsit dans le 2e arrondissement à 120 km/h à 23h, voitures souvent volés, malheureusement, quand on le constate, immatriculés en Allemagne avec des gens qui ne sont pas responsables parce qu'ils sont sous l'emprise de stupéfiants, c'est extrêmement grave. Il faut prendre les bonnes dispositions. Beaucoup de fermeté, puisque pour l'instant, du laxisme. Et je voudrais dire quelque chose, je suis très inquiète quant à monsieur le maire de Lyon, qui souhaiterait légaliser la consommation du cannabis. Donc là, on marche sur la tête. Alors, légalisation de la consommation, c'était une des propositions des jeunes avec Macron, d'ailleurs, durant cette campagne. Apparemment, elles n'ont pas été reprises. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Thomas Rudigoz ? Non, je suis contre, parce que je pense qu'on ne résoudra pas ce problème-là, parce que vous trouverez toujours une économie parallèle qui sera plus attractive pour des jeunes, donc on aura toujours des points de deal, et puis on passera après à des drogues plus dures. Et puis, moi, je suis très inquiet. J'ai eu dans mon entourage, dans ma jeunesse, des amis qui ont pu essayer le cannabis. Et alors, à petite dose, on peut dire que c'est pas très grave, mais certains, malheureusement, sont un peu, comme on dirait, tombés dedans. Et les conséquences psychologiques sont quand même très graves. Donc moi, j'avoue que c'est un problème de société qui est très complexe. Je ne balaye pas d'un revers de main ceux qui sont pour la légalisation en disant que ce sont des utopistes, ce sont des irresponsables, parce que c'est un vrai sujet de société. Moi, j'ai même des collègues députés de ma majorité, de mon groupe, qui y sont favorables. Mais moi, à titre personnel, clairement, je n'y suis pas favorable. Pour parler de ces problématiques, par contre, de deal, il faut effectivement être, par contre, là-dessus... exemplaire et intransigeant. Merci, mesdames. Et pour cela, je crois que Gérald Darmanin a mis les moyens. Et cela n'empêche pas, malheureusement, ce type de situation. Mais là, on en revient à une question de police. Et je voudrais revenir là-dessus parce que... dans le mandat qui vient de s'écouler, nous avons rempli l'objectif que le président de la République avait fixé au gouvernement de recruter 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Nous y arriverons là d'ici la fin de l'année. On sera même un peu au-dessus. Nous avons donné des moyens supplémentaires pour des moyens pour des moyens matériels, j'entends, en matière d'armes, en matière de véhicules. Les policiers avec qui je discute sont ravis enfin d'avoir des véhicules dignes de ce nom, modernes, efficaces, qui permettent aussi d'intervenir rapidement. Et puis, il faudra effectivement continuer dans ce domaine-là, mais où j'ai des inquiétudes, puisque M. Mélenchon souhaite être Premier ministre, mais lui, il est dans une défiance totale vis-à-vis de la police. Pour ne pas dire, parfois, il a été même jusqu'à être insultant, puisqu'il a traité les policiers, rappelez-vous, quand il y a eu la perquisition, cette scène surréaliste, où il était hors de lui, où il disait « la République c'est moi », où il vitupérait face à un juge d'instruction. Vous imaginez l'image qu'un Premier ministre donnerait à nos jeunes, aux populations. Il faut être exemplaire dans ces cas-là. Et là, on va dire qu'il a complètement dérapé, et il a traité
suite à cela, les policiers qui ont été exemplaires. Les images sont là pour parler. À l'époque, ils ont été d'un self-control incroyable. Mais lui, il les a traités de barbares. Et encore là, récemment, il a traité un syndicat de police de factieux. Et si on veut rentrer dans le concret, au-delà de ça, c'est en matière de moyens qu'il veut mettre. Donc, il n'a aucune ambition dans ce domaine-là. Mais surtout, il veut dissoudre la BAC, la brigade anticriminalité, qui est un effectif, un service de police extrêmement efficace. Et c'est le premier service de police qui est intervenu sur la scène du crime à Gerland. Alors, la question du trafic de drogue est effectivement un problème. Gerland au Bataclan, vous voulez dire peut-être? Merci de m'avoir coupé. Excusez-moi. Non, mais je reprenais juste. À Gerland. À Gerland, c'est la BAC qui est intervenue. C'est le crime cette semaine à Gerland. À Gerland, cette semaine, c'est la BAC qui est intervenue. Excusez-moi. Je m'excuse platement. Non, je voulais dire que le trafic de drogue est effectivement une situation complexe et il faut voir ça d'une façon systémique. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de trafic de drogue et de trafic d'armes en France, ça c'est sûr. Et les OPJ, les officiers de police judiciaire, ne sont pas assez. Aujourd'hui, ils sont à 5800. Nous, ce qu'on propose, c'est de doubler ces effectifs d'OPJ pour pouvoir vraiment se concentrer sur ces trafics d'armes et de drogue. Aujourd'hui, la question du trafic de la consommation et du trafic occupe 30% de l'activité policière. Oui, nous, on est pour la légalisation du cannabis parce que on va pouvoir réinjecter cet argent-là dans la prévention et pouvoir travailler auprès des jeunes notamment pourquoi ils consomment du cannabis aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a un mal-être de société. Quand je disais qu'il y a vraiment une situation systémique à avoir, c'est vraiment de pouvoir voir ça dans plusieurs volets, c'est-à-dire la santé, l'insertion, l'oisiveté des jeunes. Moi, j'ai travaillé à la protection judiciaire de la jeunesse, en prison, à l'EPM de Mézieux, établissement pénitentiaire de Mézieux. Oui, il y a un problème de consommation de cannabis, mais quand on voit que les jeunes sont en décrochage scolaire, quand on voit que les jeunes ont des difficultés dans leur quartier, etc., il faut aussi travailler sur de la médiation, sur de la prévention et mettre tout le monde autour de la table. Dans les villes, et notamment à Lyon, mais pas que à Lyon, il y a les CLSPD, les conseils locaux de sécurité et de prévention. L'idée, c'est de vraiment intégrer les habitants autour de ces sujets-là pour pouvoir voir ensemble la situation. Pour revenir sur la question de la police, non, nous ne sommes pas contre la police, je vous l'ai déjà dit, et vous répétez inlassablement ces images qu'on voit régulièrement. C'est les déclarations de M. Mélenchon lui-même. Et puis je peux vous en citer encore d'autres. On souhaite repenser. Les Français ont peur de la police. S'il vous plaît. On souhaite repenser la police et la gendarmerie pour que ça soit une police de proximité vraiment au service des habitants. Il y a eu un sondage il n'y a pas très longtemps où 80% de la population française le souhaite. À un moment donné, oui, on parlait de M. Sarkozy. M. Sarkozy a supprimé la police de proximité. Moi, j'ai habité dans un quartier à Haute-Pierre. Ça ne vous parle pas, c'est à côté de Strasbourg. Moi quand j'étais jeune, plus petite, pas jeune, mais beaucoup plus petite, on était en centre aéré et on jouait avec la police. Il y avait vraiment de la proximité dans les oui, les CRS, à la Duchère le week-end dernier. Tout à fait, oui, tout à fait. Et ça, il faut remettre ça. Ça existe toujours. Il faut remettre ça. Il y a un moment donné, les gens ne se comprennent plus. La police ne comprend pas les habitants ne comprennent plus la police. La police est aussi dans un mal-être. 2,5% de suicides en plus dans la police aujourd'hui. Et oui, mais c'est pas justement en étant en se comportant comme ça, comme fait M. Mélenchon, vous ne pouvez pas dire qu'on est contre la police. Nous, on respecte la police et on souhaite que la police... Je te parle de M. Mélenchon. Bien sûr. Quand je dis nous, quand il traite de barbares les policiers... Mais non, mais c'est des faits. Il nourrit cette haine anti-flic. Il nourrit... C'est peut-être pas vous personnellement. Et puis Anne Prost, puisque vous êtes en retard de temps de parole pour conclure ce... Non, il nourrit, alors c'est vrai, je suis désolée de revenir sur ce sujet-là, mais M. Mélenchon se nourrit de cette haine anti-flic. La justice, un policier doit être protégé. Oui, on s'attaque à un policier, je suis désolée, mais le soir, on dort en prison. C'est inconcevable. C'est quelqu'un qui porte un uniforme. Toute personne qui porte un uniforme doit être protégée. On sent que dans cette campagne, votre adversaire, c'est plus Jean-Luc Mélenchon qu'Emmanuel Macron. En tout cas, dans ce débat aujourd'hui. Non, mais attendez, il n'y a pas d'adversaire, simplement on débat sur des idées. Je suis quelqu'un de droite, je suis pour le respect des règles et des droits, du travail, le droit et les devoirs. Je suis quelqu'un de très, très clair. Je suis très social aussi, je sais le faire, mais de temps en temps, ça me fait sourire. Quand on voit le soir, dans nos quartiers, notamment dans le Vieux-Lyon, qui n'est pas le quartier le plus compliqué, on nous met des brigades qui se baladent jusqu'à 23h ou minuit. C'est la nuit, c'est entre minuit et 6h du matin qu'il y a des vrais problèmes. Et là, il n'y a personne pour protéger les Français.
Alors on un arrive, vrai problème d'extrême droite. Oui. on arrive Pas vers la- que, pas que. Non, On loin de arrive là. à la Dans fin le du Lyon. débat. Je vais vous proposer de développer chacun une proposition de loi. Puisqu'on avait terminé par vous tout à l'heure, je propose Thomas Rudigos de commencer. Alors je vais rester sur ce thème de la police. Je pourrais aussi parler d'une proposition de loi sur le handicap, parce que c'est un sujet aussi où j'ai été interpellé récemment par des Vous familles. avez refusé de Et donc, déconjugaliser, alors là, c'est vous qui me coupez la parole la hache, maintenant, oui. chacun son tour. Oui, oui, chacun son tour. Et donc, je souhaiterais faire une proposition de loi sur la police municipale, parce que malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout avec la loi sécurité globale pour laquelle la France Insoumise a été vent debout. Et nous voulons donner plus de moyens à la police municipale. Pourquoi plus de moyens? Plus de prérogatives pour intervenir sur un champ d'action qui est pour l'instant réservé à la police nationale. C'est pour traiter la petite délinquance. C'est pour intervenir lorsque nous pouvons contrôler un automobiliste qui n'a pas ses papiers ou qui a un défaut d'assurance. Une personne qui est sur la voie publique en état d'ivresse, pour pouvoir l'appréhender et pouvoir le conduire au poste. Actuellement, on ne peut pas, la police municipale ne peut pas le faire. Et ça demande à chaque fois, par exemple, qu'un policier municipal qui arrête quelqu'un qui est dans un état d'ivresse et qui commence à être agressif, elle est obligée de faire appel pour pouvoir faire le transfert au poste de police, qui doit être un poste de police national, à la police nationale. Vous imaginez le temps qu'on perd. Donc je souhaite faire une proposition de loi qui permettra à la police municipale d'avoir un champ d'action plus important et ainsi délester la police nationale de ses missions du quotidien pour se consacrer à la grande délinquance, au banditisme et au trafic de drogue. Aurélie Gris, votre proposition, si vous étiez élu député? Alors, Monsieur Rudigos, il y a 10 ans, vous étiez déjà conseiller municipal et déjà conseiller régional. Moi, il y a 10 ans... Non, j'étais- conseiller régional, non. Non, pas conseiller régional, mais Non. vous étiez déjà conseiller municipal il y a 10 ans. Moi, il y a 10 ans, j'étais dans la file d'attente pour les paniers alimentaires du panier de Gaune. Vous connaissez sûrement dans le 5e arrondissement. Tout à fait. Et donc, moi, j'ai vraiment... j'entends la question de la sécurité, moi j'entends aussi la question de l'insécurité sociale, écologique, qui sont des vrais sujets de société qui animent nos jeunes. Il y a ce que je porte et ce que je porterai tout de suite à l'Assemblée nationale, c'est l'allocation d'autonomie jeunesse, parce qu'aujourd'hui, il y a 20% des jeunes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça s'est accentué ces 5 dernières années. Ça n'a pas, le problème n'a pas été réglé. Les files d'attente sont encore plus longues devant les distributions alimentaires. C'est déjà, c'est vraiment choquant. Voilà, les jeunes aujourd'hui souhaitent s'investir dans leurs études, ne pas avoir cette chape de plomb au-dessus de la tête de comment payer ses factures à la fin du mois, comment payer son logement, comment payer voilà, son gaz, son électricité. Et donc, du coup, pour éviter cette précarité étudiante, c'est vraiment de pouvoir mettre en place cette allocation et pouvoir laisser nos jeunes tranquilles dans leurs études et dans leurs loisirs. Eh bien, on termine avec Anne Prost, qui n'a pas été la plus bavarde dans ce débat. Mais non, Vous parce êtes un que petit peu en retard. j'ai quand même quelqu'un à ma droite qui est extrêmement bavard. dans ce texte, Alors, équilibré. moi, je propose tout simplement un outil de justice sociale. On est plutôt dans un moment où on parle d'écologie, d'économie. Et j'ai pensé à tous les gens qui ont des véhicules un peu anciens, puisque là on parle de mobilité aussi. Et ces gens-là, c'est leur voiture qu'ils aiment, qui est ancienne et qui n'a peut-être plus la vignette critère qui leur permettrait d'entrer dans nos villes. Et je leur propose tout simplement de renouveler leur véhicule, qui est un véhicule souvent presque vintage, et de faire le système qui s'appelle rétrofit, qui est donc d'enlever le moteur thermique pour y mettre une batterie électrique ou à hydrogène, pour leur permettre de terminer quelques années avec leur véhicule dans la ville et de pouvoir ne pas polluer dans la ville avec un véhicule qui leur est cher, qui leur a coûté beaucoup moins cher. Donc c'est cet outil de justice sociale. Eh bien, Anne Prost, Aurélie Gris, Thomas Rudigos, je vous remercie. Et moi, je vous retrouve lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon et vendredi prochain pour un nouveau débat de Lyon Politique spécial législative.